Moi, je suis très contente qu'on parle de sobriété partout, sauf que il faut se mettre d'accord qu'est-ce que c'est que la sobriété pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, comme vous avez fait référence aux fameux 4 degrés auxquels on va devoir s'adapter, je vous ai pris un graphique qui vient du rapport de synthèse du GIEC, qui résume à lui tout seul où est-ce qu'on est maintenant et où est-ce qu'on pourrait aller et pourquoi est-ce que la sobriété ce n'est pas, c'est une nécessité en fait pour pouvoir voilà. Alors, ce graphique-là, il résume donc la première partie. Donc, nous, on aimait bien la partie haute. D'abord, je vais vous expliquer la partie haute, puis après, je vais passer à la partie basse, qui est plus sympa, je trouve. La partie haute, ça représente l'augmentation, c'est les barres d'augmentation de la température moyenne sur la planète Terre par rapport à l'ère industrielle. On commence les calculs à partir de 1900, parce que c'est à partir de ce moment-là que nous avons des relevés de température un peu partout dans le monde. Et donc, on voit qu'au début, c'est bleu, ça commence à se verdir un petit peu, et puis après, on arrive là où on est nous. Donc, nous, on avait arrêté nos travaux en 2020, puis c'est orange-rouge, quoi. On commence à virer au rouge. Donc, on est vraiment dans la zone de danger. On peut se dire, nous, que tout ça, ça fait partie de notre héritage, quels que soient les rôles que nous avons pu jouer individuellement ou collectivement pour arriver à cette augmentation, pour contribuer à cette augmentation de la température. Donc ça, c'est trop tard. Ensuite, le futur. Le futur est entre nos mains. Avec les politiques actuelles, on s'achemine vers la partie haute. La partie haute, celle qui est grenin rouge foncé, ça correspond à 3 degrés de réchauffement moyen sur la planète Terre, et cela correspond aux fameux 4 degrés auxquels le ministre de la Transition, ou l'ex-ministre de la Transition, nous appelle à nous adapter. Sauf qu'à 4 degrés, on ne pourra pas s'adapter en fait, parce qu'on aura tué les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. Donc à 3 degrés, avec les politiques actuelles, là où on est, et très probablement qu'avec les politiques actuelles, c'est pire que 3 degrés, parce que ça, c'est ce que les modèles arrivent à capter. Donc la réalité va être bien pire. Et ben en fait, l'écosystème qui permet la vie pour l'humanité sur Terre, les écosystèmes vont être complètement détruits. On a déjà détruit plusieurs cycles, mais il y en a qui vont être détruits. Et quand on parle de destruction, pour revenir à l'état initial, à des écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre, il faut des années, des siècles pour que ça se produise. Donc, ça ne sera pas pour les générations présentes ici. Mais il y a une autre option. Malgré la situation qui est très grave, il y a une autre option, c'est de nous mettre ici. Ici, ça correspond à peu près à l'objectif de température de l'accord de Paris qui est entre 1,5 et 2. Les gens ne prêtent pas beaucoup attention à cet objectif-là, mais en fait, c'est un objectif qui est très important à garder en tête. Pourquoi? Parce qu'avec cet objectif-là, on ne va pas retourner dans la situation où on était avant, où il n'y aura pas de surchauffe. Mais on pourrait maintenir en vie les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. C'est pour ça que cet objectif-là est important. Sauf que pour être ici, il faudrait de la sobriété. Ce scénario-là est possible uniquement s'il y a de la sobriété. Sinon, il n'est pas possible. Ensuite, les collègues de la com ont traduit ce graphique plutôt scientifique. On a un graphique qui parle à tout le monde. Donc, il y a les 3 générations qui sont aujourd'hui sur la planète. Celle-là, c'est la génération née dans les années 50. Donc, pour moi, c'est très représentatif. Donc, c'est la génération de ma mère, aujourd'hui retraitée. Donc, ils n'ont pas trop connu de surchauffe. Bon, ils finissent avec des températures élevées. Ma mère fait partie de cette génération qui a quand même de la chance de pouvoir se permettre un climatiseur et qui fonctionne. Parce que ce qui va se produire dans les prochaines années, c'est que les systèmes de climatisation que nous avons aujourd'hui ne vont pas fonctionner. Donc, on ne pourra pas combattre la chaleur. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, on voit des gens qui meurent au Pakistan, en Inde, etc. Ça va se produire aussi chez nous. Et c'est ce déclic-là qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Donc, du coup, la génération de ma mère va partir de la planète Terre. La planète, elle va la laisser en désordre. Mais bon, elle aura plutôt bien vécu, cette génération-là. Puis là vient ma génération, la génération des actifs. Ben, nous, si on arrive à atteindre l'âge de la génération de ma mère, ça sera dans de très mauvaises conditions. C'est pas garanti pour nous. Et ce sera dans de très, très mauvaises conditions par rapport à la génération de ma mère. Mais le pire, c'est la génération de mon fils. Il se trouve que mon fils est né en 2020 et on a fait ce graphe-là en 2020. Ben, les chances de mon fils d'atteindre l'âge de sa grand-mère sont quasi nulles avec les politiques actuelles. Par contre, il a des chances de pouvoir vivre sur Terre et d'atteindre l'âge de sa grand-mère si et seulement si on se mettait tous dans ce scénario-là. Et ce scénario-là, il est possible uniquement si on fait de la sobriété.
Ce qu'on ne sait pas, surtout en France, en fait, la sobriété, en France, on en parle beaucoup. On est le seul pays au monde, et le seul pays de l'OCDE en particulier, où on parle de sobriété. Il n'y a pas un seul pays au monde où la sobriété est débattue, où même le président de la République, quel que soit ce qu'on peut en penser, surtout en ce moment, parle de sobriété. Mais le premier pays à avoir mis en place des politiques de sobriété, c'est la Thaïlande. C'est pas très connu. La Thaïlande, dès les années 70, ils ont développé un document qui s'appelle Philosophie d'une économie sobre. Mais ça a été mis en œuvre dans les années 90 chez eux, malheureusement au moment où il y a eu l'intervention du FMI. Et donc, certains ont compris ça comme étant de l'austérité. Enfin, ils ont mis l'équivalence entre sobriété et austérité, alors que c'est l'inverse. La sobriété, ce n'est pas de l'austérité. Si on avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait jamais eu des politiques d'austérité. Et dans le monde occidental, c'est d'abord un collègue allemand, Wolfgang Sachs, qui a rédigé un document qui n'a jamais été publié dans une revue à comité de lecture, un document de 5 pages. Il travaillait sur la transition énergétique en Allemagne dans les années 90 et il était le premier à dire que la transition énergétique en Allemagne est possible si et seulement si il y a de la sobriété. Donc c'est le premier à avoir pensé à utiliser la sobriété pour la transition énergétique. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, ça n'a pas volé haut en Allemagne, ça a traversé la frontière et c'est tombé dans les oreilles de ce qu'on appelle aujourd'hui Négawatt. Je laisserai Thierry expliquer comment Négawatt s'est emparé du principe. Et Négawatt a été la première organisation, nous sommes le premier et le seul pays au monde qui a eu, dès les années 2000, début 2002-2003, il me semble, le premier scénario de transition énergétique qui intègre la sobriété. Donc, il faut se rendre compte que ça, c'est une exception et c'était très difficile d'en parler dans le cadre du rapport du GIEC. Pourquoi? Parce que tous ces travaux-là sont uniquement en français et les travaux du GIEC se font principalement en anglais. Et c'était pas du tout connu. Personne ne connaissait Négawatt, etc. Ensuite, les choses ont évolué. Donc, ça a été mis dans le débat public grâce à Négawatt. Et on arrive en 2015 où, dans la loi de la transition énergétique, le mot sobriété apparaît. Donc, c'est basé sur les 3 piliers. Moi, j'avais l'habitude d'appeler ça le triptyque Négawatt, sobriété, efficacité, renouvelable. Mais on m'a tapé sur les doigts parce que Négawatt, c'est pas un bon mot. Et donc, du coup, je l'appelle maintenant triptyque CIR, donc Sufficiency, Efficiency, Renewable. Ça passe beaucoup mieux. Mais même si dans le texte, j'ai écrit que ça vient à l'origine de ça. Et donc, on arrive en 2015, c'est dans la loi de la transition énergétique. Il faut que vous preniez conscience que nous sommes les seuls au monde à avoir le mot sobriété qui apparaît dans la loi sur la transition énergétique. Que le mot apparaisse dans la loi, c'est très important parce que, et d'ailleurs, c'était un argument que j'avais utilisé pour le rapport du GIEC pour dire, c'est dans la loi en France. Mais il y a un souci, c'est que c'est dans la loi, mais il n'y a pas de définition dans la loi française. Et il y avait des bouts de définition qui nous venaient de Négawatt, des bouts de définition qui nous venaient de Wolfgang. Du côté américain, il y a un collègue américain, Thomas Princeton, qui a écrit le livre aujourd'hui le plus complet sur la sobriété, sur ce qu'est la sobriété et ce qu'elle n'est pas surtout, en comparaison à l'efficacité. Donc son livre, ça s'appelle The Logic of Sufficiency. Je pense pas qu'il existe une version française de ce bouquin. Et c'est un très bon livre parce que il explique clairement la différence entre sobriété et efficacité dans un pays technosolutionniste comme les États-Unis où c'est l'efficacité qui prime, l'innovation technologique. Et puis surtout, il donne des exemples dans la deuxième partie de son livre, des exemples de modèles d'affaires, donc ce qui vous intéresse ici, j'imagine, de sobriété. Donc en fait, les modèles d'affaires de sobriété ont toujours existé. C'est juste qu'ils ne sont pas mainstream. Et si ils ont continué à exister même aux États-Unis d'Amérique, dans un pays ultra-libéral, donc ça veut dire que ça peut fonctionner, les modèles d'affaires de sobriété. Mais bien sûr que ça n'a pas du tout volé haut aux États-Unis, le livre de Thomas Princeton. Et d'ailleurs, lui, il est tout content qu'en Europe, on parle de sobriété, etc. Et puis, dans le reste de l'Europe, dans le reste des pays de l'OCDE, il ne s'est jamais rien passé. Donc, dans les instruments de l'Union européenne, les politiques climatiques et environnementales, elles sont européennes jusqu'à présent. Donc, nous, on fait que de la transposition. Le mot sobriété n'apparaît dans aucun texte de loi de l'Union européenne. Ce n'est que maintenant, là, cette année, on a réussi à le faire apparaître dans la directive bâtiment avec la définition qu'on a réussi à mettre dans le rapport du GIEC. Une fois qu'on a dit ça, je pense quand même aujourd'hui que la sobriété est rentrée par la mauvaise porte en France. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée par la comptabilité énergétique et la comptabilité climatique. Alors que la sobriété, lorsqu'on retourne dans les textes d'origine, lorsqu'on retourne dans la philosophie politique, la sobriété en vérité, c'est des politiques, donc elle est basée sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est que ce sont des politiques de long terme.
alors que des politiques de long terme et qui vont enclencher des pratiques du quotidien, pas du changement de comportement. Alors que quand on parle si on n'a pas les politiques de long terme, c'est ce qu'on se retrouve en France avec ce cas de figure. Donc quand on a eu les plans sobriété, lorsque vous les épluchez dans le détail, cela repose sur l'individu, alors qu'en fait la sobriété repose sur le collectif. Mais pour que ça repose sur du collectif, donc ça passe par les politiques. Ensuite, ces politiques-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles évitent en amont la demande en toute ressource naturelle, pas seulement l'énergie. On l'a vu dans les scénarios de l'ADEME, parce que après ces dernières années, en fait, en plus des scénarios négawatts, on a eu les scénarios de l'ADEME qui sont très complets avec une analyse macroéconomique, les scénarios d'RTE, et il me semble que maintenant, il y a même des scénarios d'EDF qui intègrent la sobriété. Donc, et ça n'existe nulle part ailleurs. Si nos voisins allemands, ils n'ont pas un seul scénario complètement sobriété. Si on regarde dans le détail et on veut être sympa avec nos collègues allemands, on peut considérer qu'il y a un scénario qui considère un peu la sobriété. Mais c'est pas du tout débattu comme chez nous. Et ailleurs, il n'y a rien du tout. Ailleurs, ça n'existe pas. Et donc, qui évite en amont toutes les ressources, la demande dans toutes les ressources. Par exemple, pour vous, pour l'immobilier, la question qui se pose, c'est le marché de l'immobilier, ça a toujours été plutôt un marché du neuf. Et en vérité, dans nos pays, on n'a plus vraiment besoin de construire, pratiquement partout. Peut-être qu'il y aura des petites poches où il faudra construire encore, mais presque partout, on n'a pas besoin de construire. Et les scénarios de l'ADEME le montrent, il y a 10% de logements qui sont construits qui sont vacants, donc il faut trouver le moyen de les récupérer et de les utiliser. Et puis il y a 10% qui sont en résidence secondaire, donc il faudrait trouver un autre business model pour les résidences secondaires. Et en plus, il y a tous les mètres carrés qui sont construits pour le tertiaire, pour non résidentiel, qui ne sont plus utilisés. Donc pour l'immobilier, la question est, au lieu d'aller construire de nouveaux mètres carrés, c'est de changer de business model pour trouver le moyen de récupérer les mètres carrés existants et de les adapter aux besoins du XXIe siècle, sachant que nos besoins aujourd'hui diffèrent complètement de nos besoins à la sortie de la guerre. À la sortie de la guerre, on faisait beaucoup d'enfants, etc. Aujourd'hui, nous sommes plutôt des familles éclatées et nous sommes une population vieillissante. Et donc, du coup, il faut adapter. Les logements qu'on a aujourd'hui ne sont pas adaptés aux personnes vieillissantes. À Paris, par exemple, c'est une catastrophe pour les personnes vieillissantes. Et donc, ça, c'est la deuxième pilier. Les deux autres piliers qui n'ont jamais été discutés en France, qui sont en fait les piliers qui font que la sobriété, qui feraient que la sobriété deviendrait une revendication du peuple, c'est que la sobriété, en vérité, c'est une question d'équité. D'équité dans un même pays. Donc, elle doit servir à garantir un niveau de vie décent pour tous. À l'origine, ce qu'on avait dans la définition, on avait, parce qu'il y a un corpus scientifique qui décrit Decent Living Standards, mais ça, c'était difficile à expliquer, et donc on avait remplacé ça par bien-être, parce que ça, c'était beaucoup plus facile à comprendre par les policymakers. Et donc, le bien-être de tous, si on avait des politiques de bien-être de tous, on n'aurait pas des personnes qui n'auraient pas de logement, par exemple. On n'aurait pas des personnes qui souffriraient de la précarité énergétique. On n'aurait pas tout ça. En fait, nous avons fini par admettre intellectuellement des aberrations de notre système économique et sans jamais se poser la question, mais pourquoi est-ce que dans un pays du G7, on a des personnes qui sont sans logement, qui sont sans travail, qui sont sans les besoins essentiels. Et ensuite, il y a l'équité intergénérationnelle et entre pays, et tout ça doit être fait dans le respect des limites planétaires. Un exemple, une application pratique du respect des limites planétaires. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'objectif de neutralité carbone de la France et de l'Union européenne est pour 2050. Cet objectif-là ne prend pas en compte nos émissions passées. On démarre en 90, on fait une trajectoire pour baisser nos émissions, et puis on n'arrive pas vraiment en 2050, on se dit on va mettre un peu de carbon capture, des technologies qui ne fonctionnent toujours pas, elles vont venir nous aider, elles vont fonctionner en 2050, capter le carbone, le mettre dans le sol. Ça, c'est un gros mensonge, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, si on prenait en compte les limites planétaires, nous, Français, on devrait être neutre en carbone en 2028 et pas en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous, Européens, on devrait être neutre en carbone en 2033 et pas en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes nos émissions entre 2028 et 2050, ce sont des émissions auxquelles on n'a pas droit, les générations présentes ici, parce on hérite de beaucoup d'émissions déjà. Et puis surtout, nous, habitants des pays riches, donc c'est nous qui avons créé ce problème-là, et il faut laisser, parce que le budget carbone, il n'est pas extensible, c'est comme un gâteau, on peut pas en rajouter beaucoup, on peut pas en rajouter quoi. On a déjà bouffé à peu près 3/4 du budget carbone. Le quart qui reste,
ben, il va falloir se le partager un peu de façon équitable avec les gens du Sud, mais puis surtout avec nos enfants. Et donc, vous voyez, il y a des implications directes si on faisait ça. L'autre implication, si on intégrait vraiment la sobriété, et donc si on avait un objectif de neutralité carbone pour 2028, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des politiques, moi je les appelle step by step, au lieu d'avoir des politiques pour encourager le geste, etc., eh ben, on aurait de vraies politiques de transformation de notre économie, ce qu'on n'a pas encore. Donc la sobriété, d'un point de vue économique, la sobriété, c'est ce que certains collègues appellent aujourd'hui social and ecological economics. En fait, c'est le point de convergence de ce qu'on a l'habitude d'appeler des politiques sociales et des politiques écologiques. Et la sobriété n'est pas du tout punitive. À chaque fois que j'entends les gens qui me disent l'acceptation, etc., ce que nous n'acceptons pas en tant que citoyens, tous, c'est l'injustice. L'injustice, par exemple, si je prends la taxe carbone avec le mouvement des Gilets jaunes, si on avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait jamais eu la taxe carbone comme elle a été faite, et on aurait eu, au lieu de ça, parce qu'il y a un problème, on a créé un problème parce qu'on n'a pas mis les bonnes politiques d'aménagement du territoire avec l'étalement urbain, etc. On a créé la dépendance à la voiture pour des personnes qui sont dans les premiers déciles, et donc ces personnes-là sont victimes déjà de ces politiques. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une expression du peuple qui est déjà doublement ou triplement victimes des différentes politiques publiques. Ils ne sont pas contre les politiques environnementales. Il y a eu des interviews par des scientifiques qui montrent ça. C'est juste que, pourquoi c'est à eux de payer ? Si on avait eu des politiques de sobriété, on aurait d'abord mis en place des solutions de mobilité pour les personnes qui habitent dans des zones pavillonnaires, et on aurait arrêté le développement pavillonnaire, parce qu'il faut arrêter le développement pavillonnaire, et pas juste pour des raisons climatiques, mais pour des raisons sociales et de biodiversité, etc. Et ensuite, on aurait mis la taxe carbone. Ensuite, ça vient après. Nous, on a commencé par la fin, et donc, en commençant par la fin, on pénalise des personnes qui sont, en anglais, on parle de car dependency, qui sont dépendants de la voiture en raison des politiques qu'on a mis en place. Pour résumer, moi, ce que je comprends de la sobriété lorsque je retourne dans la littérature et en particulier dans la philosophie politique, la sobriété, c'est d'abord des politiques de justice sociale et de redistribution qui ont comme co-bénéfice, qui vont avoir comme co-bénéfice la réduction des émissions et de notre demande en matériaux. Donc, en fait, on inverse la réflexion, alors que depuis 30 ans, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit les politiques climatiques vont avoir des co-bénéfices. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci.